Bonjour à tous. Alors nous nous retrouvons avec une équipe que nous avons découvert à la dernière émission. Nous parlions du chat GPT et ses risques. Et donc nous retrouvons tout d'abord Sophie Tessière. Ravie. Donc je vous rappelle que vous êtes experte en formation universitaire en numérique et puis fondatrice du centre de formation, mais vous êtes aussi, c'est important, ancien officier de la marine. Absolument. Voilà. Combien d'années déjà? 12 ans. Ah oui, donc on peut dire que quand même... Une petite tranche de vie. Ouais, quand même. Après, nous avons Yann de Cacrès, notre chef d'établissement, que l'on connaît bien maintenant dans Débat Court, fidèle au poste. Fidèle au poste, on va essayer de l'être. Et puis, notre dernier invité qui nous rejoint à nouveau, qui est Reda Dehac, enseignant-chercheur à l'EPITA, intelligence artificielle, on en a parlé pas mal. Oui. L'EPITA, c'est bien comme école. C'est une école d'ingénieurs en informatique. On est dans l'ère du domaine numérique, donc l'école est dans le domaine qui est d'actualité aujourd'hui. Enseignant, chercheur, ça veut dire que vous avez votre bureau, les étudiants vous rejoignent, Oui. font des recherches avec vous. Alors, le but de la recherche, c'est aussi d'améliorer l'enseignement. Donc, quand on fait de la recherche, la recherche a pour but d'avancer l'existant et a but aussi d'améliorer la qualité de l'enseignement. Donc, on ne fait pas de la recherche juste pour se faire plaisir ou pour faire de la gymnastique cérébrale. Donc, le but, c'est d'améliorer l'enseignement pour enseigner notre domaine de recherche et en même temps aussi de participer à l'effort des scientifiques, quoi. On dit toujours le chercheur est admirable de patience et d'humilité. Il faut beaucoup avoir d'échecs pour enfin tomber par hasard dans une réussite. Ça, c'est un regard de littéraire que je suis. C'est à peu près ça, oui. Ah, c'est quand même à peu près ça, je Ouais, crois. c'est à peu près ça. En fait, on teste une dizaine En fait, on essaye d'inventer des nouvelles solutions, mais on teste 10 pour qu'il y en ait une qui marche. Ah ouais. Voilà. Et les étudiants, ils vivent ça comment? Très difficile, surtout quand ils ne sont pas habitués. Donc, on essaye quand on prend des étudiants pour travailler avec nous, au départ, on ne les met pas face à ce genre de problématiques. On va essayer au départ de les faire travailler sur des choses qu'on maîtrise un petit peu plus ou moins. On est quasiment sûr du résultat. Mais petit à petit, quand il avance, on peut lui donner un problème où il risque de patiner pendant un mois pour trouver quelque chose. La découverte est partagée en homologation ou c'est le professeur qui domine? Il y a cette polémique abominable où on laisse sous-entendre que les professeurs volent les idées des étudiants. Non, dans notre domaine scientifique, non, ça n'existe pas. Ça, non, en fait, c'est plutôt dans d'autres domaines. Oui, en fait, en général, on attribue, quand on a un étudiant qu'on encadre, on attribue généralement l'invention à l'encadrant. Mais on sait que celui qui a fait le boulot, c'est l'étudiant. Mais elle est toujours conjointe. On sait que quelqu'un qui encadre ne va pas mettre les mains dans le cambouis, donc il va laisser la main à l'étudiant. Mais il y en a certains qui travaillent 50%, 50%. Mais il n'y a jamais cet effet où on prend la recherche de quelqu'un. Et d'ailleurs, généralement, les travaux sont co-signés, donc ça porte les noms des deux personnes. Sophie, quand vous étiez dans la marine, vous aviez un contact avec les jeunes et vous étiez peut-être à éveiller ces jeunes dans leur formation? Alors, j'ai eu un contact avec les jeunes lors de mon service militaire, puisque j'enseignais l'anglais à toutes les spécialités de la marine. Et tout niveau, c'est-à-dire que j'avais du post-bac pro, du bac plus 2 et du bac plus 3, voire 4. À l'époque, vous sentiez que le niveau était bon ou il fallait vraiment faire déjà un sacré travail pour récupérer les lacunes du lycée? Il y avait bien évidemment quelques lacunes. Nous avions mis en place une remise à niveau pour que chacun reparte avec un socle commun de connaissances et puisse ensuite progresser, chacun à son rythme. Il y avait un niveau qui était tout à fait correct dans mes souvenirs. En revanche, j'ai vu le niveau, moi, baisser, alors pas dans le milieu de la marine, mais dans le milieu de l'enseignement sup. C'est ça. Et même plutôt élitiste. J'ai trouvé que ces 10 dernières années, le niveau avait baissé dans mon domaine, c'est-à-dire l'anglais, puisque j'enseigne l'anglais.
ce qui est assez regrettable. Yann, ils sont opérationnels, ils peuvent faire une prépa, non pas de rattrapage, mais vraiment une prépa pour je pense qu'il y a beaucoup d'élèves qui sont capables de faire des choses vraiment intéressantes. Maintenant, c'est vrai que on voit bien que certaines classes préparatoires, par exemple, qui, il y a 15 ans, recrutaient à un certain niveau, ont été obligées de baisser un peu leurs exigences parce qu'il y a une multiplication des classes préparatoires aussi. Donc, comme il y a plus d'offres, forcément, on est obligé de baisser de niveau si on ne veut pas perdre en quantité d'étudiants. Donc, c'est vrai que on voit bien que certaines choses ont baissé. Moi, je ne suis pas très inquiet sur les classes préparatoires. Mais en revanche, je suis beaucoup plus circonspect sur les BTS, les IUT, où là, je pense que les niveaux ont franchement chuté. Et donc, décrocher un bachelor niveau 2019 sera difficile en 2024 ? Je pense. Je pense que tout ça a profondément tendance à la baisse, en tout cas. Et Dieu sait que déjà, le niveau était bas, parce que quelqu'un qui passait un BTS, ça équivalait à mon époque, qui n'est pas trop ancestrale quand même, mais enfin, dans les années 80, dans les années 80, ça l'équivalait à un BEP. Oui. Avant même Bac Pro. Mais je crois qu'en fait, on a un cumul de problèmes qui se sont produits. C'est qu'on a d'abord un socle primaire qui a énormément baissé, et donc nécessairement, ça se retrouve en collège et en lycée. Et puis, on a quand même 2 années de Covid qui ont largement plombé aussi le niveau des élèves. Il faut être quand même assez réaliste. Des gamins qui ont travaillé pendant 5 mois derrière un écran, ils n'ont pas fait la même chose que s'ils avaient été à l'école. Ça, c'est évident, alors, et quel que soit le niveau. Le chat GPT, on a senti que ça pouvait quand même être une bonne occasion, mais attention comment on l'utilise. Et puis, il faut peut-être commencer à nous former à vivre avec des robots qui ne seront pas que seulement ceux qui tondent la pelouse ou qui passent l'aspirateur, comme on l'appelle chez nous le R2D2, et qui se remet tout seul pour se faire charger. On a l'impression qu'il y a un autre robot qui risque bien d'arriver et qui n'a pas la même tête qu'un robot qu'on connaît tous et qu'on prend depuis de plus en plus, puisqu'il est sans chauffeur, c'est le métro. On dit que c'est le robot le plus grand et le plus gros utilisé. C'est ça ? Non, je ne pense pas. Il y en a encore plus gros. Il y a l'avion, il y a tout ça. Voilà. Mais on est quand même dans cette politique-là. Là, par contre, doit-on préparer les jeunes générations à vivre avec des humanoïdes ? Alors là, ça y est, on est à Star Wars, on est dans Star Wars. On est avec Smith, avec ce fameux film Robot, iRobot. Est-ce que nous allons vivre cela ? La question se pose, va-t-on tomber dans une société de l'oisiveté, société où la machine va dominer, société innovante, où il y a la dévalorisation du travail quotidien, une identité et une confusion des sentiments et du vivre avec ce robot et avec l'être humain ? Est-ce que la relation sociale éprouvée, la complexité du relationnel va s'imposer, du coup, il va devenir un sujet de société dans 20 ans, et ça va être une vraie problématique. Nous aurons tous des cheveux blancs encore plus, moi encore moins, et nous serons peut-être à nouveau là. Nous avons aussi tout ce qui tourne autour de la défense, de l'armée, où nous commençons à voir éventuellement des robots donc, sans pitié. Et donc là, on est dans Terminator, là. On est parti pour. La dénigration aussi de l'être humain derrière tout ça. Il faut savoir que la Terre passe avant maintenant l'être humain au nom de l'écologie. Il faut savoir que l'animal, pour la défense animale, et les végétariens et les les véganes, etc., l'animal passe avant l'être humain. Et maintenant, avec l'intelligence, que vous n'aimez pas appeler intelligence artificielle, mais est-ce que la machine va passer aussi avant l'être humain ? Ça fait beaucoup de monde avant. On change de place régulièrement dans la société. Et est-ce que tout ça, c'est une véritable tromperie avec une politique complètement menteuse
sans rentrer dans la polémique, mais quand on nous présente la voiture électrique comme écologique, alors qu'on voit les désastres écologiques que cela peut produire pour construire et réaliser une voiture électrique, s'il vous plaît, ne me parlons pas d'un véhicule écologique. Donc est-ce que l'humanoïde va être couvert d'une tromperie et finalement remplace l'être humain? Enfin, on en est où? Comment vous sentez déjà? Parce qu'on dit toujours que les innovations démarrent par l'armée. Il y a comme une expérimentation des dernières technologies par la guerre. C'est ça qui est triste. Et qui, après, a une répercussion sur le civil. Comment ça se passe dans l'armée? Et est-ce qu'on a poussé très loin ou c'est de la fiction? Alors, comme on dit, hein, l'armée, c'est la grande muette. Hein, donc, non seulement je ne connais pas tout, mais quand bien même je ne pourrais pas tout divulguer, si tel était le cas. On a de toute façon changé notre vision et notre façon de faire la guerre. On est sur des guerres asymétriques aujourd'hui. On n'est plus sur... on met 2 troupes dans un pré avec des masses et les gens se tapent dessus et puis après on compte. On a déjà changé notre façon de combattre. Mais on a aussi modifié la façon de combattre, notamment avec les drones. Mais derrière chaque drone, il y a encore un humain. Donc il y a encore quand même si l'humain en question doit obéir à un ordre, de la même manière qu'un pilote de chasse reçoit l'ordre de larguer ou pas un missile, il y a encore un intermédiaire qui est l'humain. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a quand même un peu le libre arbitre qui fait que si la situation ou la façon d'analyser la situation in situ à un instant T lui paraît peu appropriée, il peut ne pas appuyer. On pourrait perdre ça ? Voilà. Je ne sais pas. Mais peut-être que demain, on pourrait envisager de tout faire piloter à distance par des machines. Machines qui seraient de toute façon conçues par des hommes. Est-ce qu'on aura un militaire mécanique? Alors, je sais qu'il en a été souvent question. Il en a été question d'abord dans des films ou des romans d'anticipation qui ont ensuite été portés à l'écran. Il en a été question très récemment, mais c'était une intox, puisqu'on voyait un robot prendre des postures de combattant, et puis il a été expliqué que c'était une blague et que... On peut tout imaginer. Après, il y a le pour et le contre. On peut très bien... Une école va dire, très bien, on va arrêter d'envoyer des êtres humains se faire tuer et tuer d'autres êtres humains. Et en même temps, on peut aussi dire que le fait qu'il y ait encore cette humanité, ça permet, c'est un garde-fou. On est très très loin du petit caporal Napoléon qui court devant sa troupe. Absolument. Et il ne faut pas oublier que les armées sont là pour le maintien de la paix. On l'oublie trop souvent. Ils ne sont pas là pour faire la guerre, ils sont là pour maintenir la paix. Et est-ce que ces technologies-là sont au service de maintenir la paix ou d'être audacieux par rapport à la guerre ? Je crois que dans tous les cas, nous sommes obligés aujourd'hui de repenser notre façon de combattre. Ça passe par d'autres choses. Il y a les guerres bactériologiques, il y a la guerre numérique. On peut bloquer tout un pays de manière numérique, sans envoyer des troupes sur zone, même si on voit bien en 2021 comment ça se passe en Ukraine, où là on est sur un combat plus classique, entre guillemets. Je suis désolée de parler comme ça, mais c'est le cas. Mais ça tend à disparaître. Alors, on va parler tout à l'heure de ce qu'on appelle la défense numérique, etc. Il y a la guerre numérique et tout ça, mais ça, on va en parler parce que je veux quand même que nous nous concentrions d'abord, dans un premier point, sur l'existence de l'humanoïde. Est-ce qu'il existe ? Est-ce qu'en fait, c'est un fake ou est-ce que c'est une réalité et il y a une vraie évolution dans la création d'un robot humanoïde qui pourrait un jour répondre aux besoins ménagers et même à... On y travaille, de toute façon. On y travaille. En France, il y a une boîte qui travaillait, qui a été rachetée par une boîte américaine qui s'appelait Aldebaran. Je ne sais pas si vous avez entendu parler du Nao et Roméo, son grand frère. Qui a été racheté récemment par Boston Dynamics, etc. Mais l'idée, c'est en fait, ces gens-là, ils ne travaillent pas pour produire des soldats, hein, sauf si on n'est pas au courant, mais
ils travaillent pour faire des... Généralement, en fait, leur objectif, c'était de travailler pour développer des robots pour les aides des personnes âgées. Surtout, Roméo, il devait être capable de soulever une personne âgée qui tombe, etc. Donc, du coup, il y a un intérêt pour ça. Maintenant, fabriquer un être humain complètement humanoïde, il y a une complexité chez l'être humain qui, rien que les articulations sont complètement très difficiles à reproduire. Actuellement, on ne sait pas reproduire une main humaine avec tous les degrés de mouvement, etc. Donc, recréer un robot humanoïde complet comme un être humain, qui bouge comme un être humain, ça reste un peu difficile. On en voit pourtant qui marchent ou alors qui font des bonds. Oui. Ils sont totalement programmés sur un parcours, en fait. Oui, c'est ça. Non, ils apprennent par eux-mêmes aussi. Il y en a des travaux pour qu'ils soient complètement autonomes en marche, etc. Monter un escalier, c'est les escaliers aussi qui sont difficiles. Sauter, se rattraper, ça aussi c'est difficile. Mais de toute façon, il y a de la recherche. On cherche pour y aller dans ce sens-là. Mais l'idée, c'est de concevoir un robot qui pourrait rendre des services auprès de personnes qui en ont besoin. Voilà. Mais est-ce que ça ne va pas entretenir, du coup, une solitude? Ou alors il va commencer à y avoir une relation avec le robot? Le but, c'est de remplacer la solitude qui existe actuellement. Mais vous la remplacez par une machine au lieu d'être humain. Mais on n'a pas d'autres moyens. Actuellement, la société veut qu'on n'ait pas d'autres solutions. Non, parce que c'est fou. On est quand même dans une société où, quand Kennedy a été assassiné, il y avait 2,5 milliards d'êtres humains sur Terre. Aujourd'hui, alors qu'on parle, nous avons dépassé les 8 milliards. Et on dit qu'on n'a pas d'êtres humains. Oui, on n'a pas de personnes à l'hôpital, on n'a pas de médecins à l'hôpital, on n'a pas. Mais qu'est-ce que fout l'école, enfin? C'est ça, c'est une vraie interrogation. Hein. C'est effectivement quelle est la capacité de formation que nous avons au regard des besoins qui vont être les nôtres. On sait très bien qu'actuellement, il y a une vraie pénurie, en tout cas en Occident, en France en particulier, de personnes formées. Et ça, c'est vraiment une grosse difficulté. Mais alors, qu'est-ce qu'ils font s'ils ne sont pas formés, si les robots les remplacent? Eux, ils sont où? Justement, c'est toute la problématique de la philosophe Hannah Arendt là, sur le fait du remplacement de l'être humain par la machine. Qu'est-ce qu'on fait des gens qui ne sont pas capables d'être les pilotes de ces drones, d'être les concepteurs de ces machines, etc. Est-ce qu'on accepte d'avoir une société dans laquelle un certain nombre de gens ne servent à rien? Et moi, je pense que ça c'est une dérive qui est vraiment problématique. Je ne suis pas sûr qu'on poursuive cette dérive indéfiniment. On va sans doute revenir à une logique qui fait que les gens, même si des robots pouvaient le faire, se remettent à travailler, parce que je crois fondamentalement que l'être humain a besoin de travailler. Est-ce qu'il y a un bouleversement finalement aussi de la mission travail dans le métier? Je vois par exemple le milieu métallurgique. Il y a des grandes écoles maintenant qui sont sous le parrainage et sous la famille de la métallurgie et de l'acier. C'est une tradition. Et aujourd'hui, nous ne formons pas des gens qui travaillent le fer, mais qui conduisent des machines qui travaillent le fer. Il en faut moins. Oui. Nous avons, sous le général de Gaulle, le constat que des Français ne veulent pas s'occuper des tâches quotidiennes, ménagères, etc. Et à ce moment-là, on déclenche une immigration. L'immigration se justifie, etc. Aujourd'hui, on va dire à tous nos immigrants, etc., vous partez parce qu'on a nos robots maintenant. On n'a pas encore de robots. Comment ? On n'a pas encore de robots qui... Est-ce que vous pensez que, vous comme moi, à l'âge que nous avons, nous verrons des robots dans le quotidien? Moi, j'en suis persuadé. Quand je vois l'évolution dans l'histoire des réseaux sociaux, comment se sont développés les réseaux sociaux entre 2000 et 2010, comment se développe finalement et s'impose la voiture électrique et d'autres technologies entre 2010 et 2020,
je pense qu'autour des 2040, nous allons commencer, et des robots qui font le ménage. Moi, je n'aurais jamais j'aurais jamais pensé que chez moi, j'aurais un aspirateur autonome. Jamais. Ouais, mais un aspirateur autonome, c'est une petite voiture jouée d'un enfant. C'est pas. En fait, on parle d'un. Quand j'ai créé un humanoïde, on a en face un vrai verrou qui est lié aussi à la mécanique. La mécanique pour faire toutes les articulations d'un être humain, pour bouger comme un être humain et avoir la dextérité d'une main humaine, etc. C'est génial. C'est pas facile. On n'arrive pas. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, on ne sait pas faire. Vous savez, le simple fait de déplacer sa main pour prendre un crayon, etc., c'est un mouvement qui est difficile pour un robot. Et pourquoi ? Parce que ça demande la coordination entre nos yeux, nos mains, etc. C'est un truc qu'on a du mal encore à reproduire en robotique. Les chercheurs cherchent, mais honnêtement, moi, j'y crois. Je ne dirais pas que je le verrai de mon vivant, je ne sais pas, mais je suis peut-être pessimiste, mais j'aimerais bien les voir. Est-ce que, par contre, nous aurons une intelligence artificielle qui laissera paraître une émotion qui n'existe pas mais qui a été programmée et qui, je dirais de manière cartésienne, répondra à l'émotion de l'être humain ? Bonjour, comment vas-tu ? Je vais bien et vous ? Vous m'avez l'air de ne pas bien aller parce qu'il verra que le visage ne va pas bien. Il y aura des critères. Ça ira plus vite, ça ? Ah ben ça, on le fait. Hein. Déjà, moi, je travaille dans le traitement automatique de la parole. On essaie de détecter l'émotion dans la voix. Vous imaginez que lorsque le moment où tout cela sera déjà développé et qu'en plus nous aurons maîtrisé du coup la robotique, la mécanique, ouais. Ça nous fera quand même un objet qui risque, pour grand nombre de gens qui n'ont pas une approche philosophique et un apprentissage philosophique, qui plus est s'il ne s'est pas connecté sur ChatGPT, nous serons mal barrés. Hein, et qu'il y aura un problème de batterie aussi. Exactement. La limite, ça va être ça. Non, mais c'est très effrayant. Non, mais finalement, c'est peut-être les bobos qui vont nous sauver. Ils ne voudront pas de robots. Non, je pense pas. Non, c'est pas ça. On est encore loin. On n'a pas le problème, il est trop complexe pour être résolu en quelques années. Il y a encore beaucoup de problématiques. Là, on évoquait la voiture électrique. La voiture électrique, c'est pas une solution. La solution qui est proposée actuelle, c'est pas une voiture. Je suis désolé. Non. Une voiture où il faut se brancher tous les 30 minutes ou tous les heures. Et c'est une arnaque. Même s'ils améliorent effectivement l'autonomie, le temps d'autonomie. Il faudrait qu'il y ait une auto. Mais voilà. Et même soi-disant, elle est verte, c'est juste la pollution qui est délocalisée. Oui, bien sûr. On s'achète une conscience. Voilà. Exactement. Mais par exemple, je pense à un truc hyper concret qu'on voit tous quasiment tous les jours, c'est les caisses automatiques dans les supermarchés. Oui. On en voit de plus en plus. Oui. Est-ce à dire que d'ici 2 ans, 3 ans, 5 ans, il n'y aura plus de caissiers ou de caissières ? C'est quand même, c'est supprimer des emplois. Alors, ça peut être très très bien pour un tas de choses, mais il y a des gens qui peuvent se retrouver potentiellement sur le carreau. Mais je pense que là, nous voyons d'une manière très concrète ce qui se passe dans les usines depuis très longtemps et dans beaucoup de petites gares locales. Avec les distributeurs de billets automatiques. Exactement. Oui, la société actuelle veut en fait retirer les emplois non qualifiés. Mais c'est bien dommage parce que tout l'intérêt, c'est d'avoir une interaction avec un autre être humain plutôt que d'être... On parlait de solitude tout à l'heure. C'est une façon aussi d'aller vers de plus en plus de solitude. C'est-à-dire qu'on va faire les courses, on parle à personne, on passe à une caisse automatique, on doit prendre un billet de train pour partir à Toulouse, on n'a pas d'interaction au guichet avec qui que ce soit, on va vers un truc automatique, on arrive dans son hôtel, il est 2h du matin, on a accès, mais finalement il n'y a personne au comptoir, et puis on a juste à récupérer la clé avec un truc automatique, et puis on se retrouve dans sa chambre d'hôtel, et on se retrouve seul. Moi je trouve ça très triste pour l'humanité, hein, vraiment. Mais je crois qu'il y a un moment où ce système-là va s'arrêter. Moi, je ne suis pas très inquiet là-dessus, parce que
Je trouve qu'il y a de plus en plus de gens qui réagissent contre ça. On est en train, par exemple, de certaines municipalités remettre en route le système des facteurs, avec une beaucoup plus grande proximité avec les gens à qui ils distribuent le courrier, etc. Donc, moi, ça ne m'inquiète pas plus que ça. Je pense qu'on va voir la limite des machines assez rapidement, quoi, j'espère. Mais c'est vrai que ça a été extrêmement destructeur d'emplois pour des gens qui, effectivement, n'avaient pas nécessairement les possibilités d'accéder à des études supérieures ou des choses comme ça. Moi, je pense j'ai vécu pendant pas mal d'années dans un village vendéen où il y avait une usine de canards. Ça embauchait 300 personnes pour plumer et vider les canards. Aujourd'hui, il y a 2 chaînes automatisées, il reste 12 personnes. Donc, c'est sûr que c'est une vraie catastrophe pour la région. Parce que tous ces gens-là ont perdu leurs emplois. Et voilà. Et de notre côté, on peut dire que c'était un travail plutôt pénible et que ça peut être un soulagement aussi pour l'être humain que de ne plus avoir à plumer, à vider des canards. Peut-être, mais... je pense que ça, c'est juste une excuse pour justifier le profit. Oui. Voilà, on est tous d'accord. La société actuelle veut plus de profit, plus de gains. On ne se contente pas de 3 ou 4% de profit, on veut plus. Donc quand on veut plus, la machine est une solution. Mais je ne crois pas qu'on puisse se satisfaire du fait de dire à des jeunes, et moi en particulier à mes élèves, en tout cas je ne me vois pas, leur dire ça c'est le progrès. Dès que j'ai l'occasion, je leur explique qu'il faut qu'ils aient une réflexion un peu plus approfondie là-dessus pour voir qu'il y a une forme de progrès technologique, mais qui n'est pas nécessairement un progrès pour l'humanité. Moi, ce qui me gêne, en fait, c'est l'histoire de la responsabilité de ceux qui créent. C'est-à-dire qu'il y a un moment où on crée quelque chose et on est conscient qu'il peut y avoir des dangers. Einstein a maîtrisé des choses et a dit il y a des dangers. Et il a éduqué par une philosophie qui accompagnait l'optimisation de sa découverte et de son génie. Et condamnait absolument et intégralement en permanence ce qui était l'opposé de sa découverte. Comment peut-on se responsabiliser entre finalement le créateur, le chercheur, et ceux qui ont la charge de préparer les personnes à appliquer et pratiquer, vivre sa vie avec des choses qui sont à leur service. Moi, je vois par exemple, je suis absolument persuadé qu'un de ces jours, nous allons nous retrouver avec quelque chose qui sera un robot beaucoup plus intelligent qu'une petite voiture téléguidée, autonome, qui est l'aspirateur, je l'entends bien, mais je pense que, témoin du génie humain qu'il y a, au-delà de votre modestie, je pense que nous allons très vite nous retrouver avec des robots largement plus présents et plus omniprésents dans notre société. Et il faut que l'on prépare nos jeunes, parce qu'on s'est raté avec le téléphone portable, on s'est raté avec l'écran et la présence de l'écran, on court après un train qui a déjà pris de la vitesse. Quand on voit des parents qui, dans un principe éducatif et de bienveillance, de confier un portable à un enfant de 4 ans en lui disant « Tiens, voilà, je suis sûr que ça va t'éveiller », alors qu'en fait c'est totalement le contraire, il y a quand même une responsabilité de la création de tous ces jobs. Oui, mais faut on tourne autour de cette responsabilité. Responsabiliser les parents en disant le responsable c'est le créateur, le responsable c'est aussi l'utilisateur. Il faut quand même rester assez humble là-dessus. Nous sommes responsables de l'éducation de nos enfants. Ben oui. C'est à nous de fixer les limites. C'est à nous de fixer. Mais quand vous avez plusieurs générations qui ne sont pas formées, et qu'il est interdit même de former à la responsabilité, ça devient problématique. Ça devient problématique. Parce que nous avons d'un côté des technologies entre les mains de beaucoup de gens qui n'ont pas la maturité et la formation, et nous n'avons pas la mobilisation par rapport à cette formation.
de la part de ceux qui doivent les former. C'est pour ça qu'on compte sur le cours des frères Montgolfier. Voyons. Mais c'est bien. Mais il y a vraiment, à mon sens, quelque chose de très important. Est-ce que tous les pays, finalement, sont dans la même course ou à des niveaux très différents? On dit que l'Inde est très poussée actuellement dans tout ce qui est informatique, électronique, etc. Est-ce que vous sentez qu'il y a des pays qui nous dépassent et qui ont pigé ça? Je pense pas. Je pense que tout le monde découvre ça en avançant. Tout le monde est dans le côté emballé de la découverte et on est heureux de découvrir, quoi. Voilà. Le problème, on n'a pas... Cette évolution, elle est un peu rapide ces derniers temps. Et personne ne maîtrise ce qui va arriver. Et il n'y a pas de comité de déontologie à un niveau... parce que j'imagine qu'il y a une communauté internationale parmi les chercheurs et les enseignants-chercheurs. Par exemple, en IA, il y a des groupes qui ont essayé de créer une communauté d'éthique pour essayer, par exemple, d'interdire la création du soldat intelligent qui va tuer des gens. Mais c'est des communautés que des chercheurs signent, etc. Mais in fine, c'est celui, dans le monde de la recherche ou dans le monde actuel sociétal, c'est celui qui a le plus d'argent qui gagne. Alors, la vallée, là, comment on l'appelle, la vallée Silicon Valley, là, nous avons, tout ce petit monde-là ont des enfants. Je ne sais pas si c'est une légende urbaine, mais on dit bien qu'ils ne confient pas d'écran à leurs enfants avant pratiquement 20 ans. Donc, si ces concepteurs protègent de manière responsable leur famille, n'y aurait-il pas un autre, je dirais, un mode d'emploi développé par rapport à ces machines, et même à une prévention, disant, nous préconisons, vous ne devez pas remettre votre portable à des enfants de moins de... Tu l'as partout. Partout, on te fait des grandes affiches, jamais avant 3 ans, jamais ceci, jamais cela. Ça ne sert pas à grand-chose. Ouais. C'est juste une façon de se protéger de la part des entreprises, ou de se dédouaner en cas de problème pour dire attention, on vous avez prévenu. Après, de toute façon, c'est très compliqué aujourd'hui de dire à un enfant, je t'interdis de... Je t'interdis de regarder la télé, je t'interdis de regarder quelque chose sur Internet, je t'interdis de regarder un téléphone portable. Pourquoi c'est compliqué ? Mais c'est très compliqué parce que c'est aussi une façon de l'isoler du reste de ses camarades. Donc la difficulté aujourd'hui, c'est de trouver le bon équilibre pour ne pas faire de son enfant un paria. La miche. Et voilà, j'ai pas osé. Et en même temps... l'ouvrir au monde autrement. C'est-à-dire de le faire découvrir des choses plus authentiques, l'ouvrir à la nature, l'ouvrir à la nourriture, à un bon plat, l'ouvrir au chant des oiseaux. Je pense qu'on est en train de s'interdire des choses. Moi, mes enfants, de toute façon, jusqu'en seconde, ils n'avaient pas de téléphone portable, pas d'ordinateur. Ils ont vu très peu de films, parce que je me disais, pour voir des films et tout, il faut avoir le plaisir d'avoir un peu de maturité, de discernement, etc. Donc c'était les cabanes, c'était les jeux, c'était un morceau de bâton qui devenait un tramway, ils ont quel âge, vos enfants ? Et aujourd'hui, ils ont 22 ans. Il y en a un qui a 22 ans, l'autre 21 ans, l'autre 20 ans. Et ils sont tous dans l'informatique. Des passionnés. Ils prennent leur revanche. C'est ça. Mais des passionnés. Mais pourquoi ? Parce que leur intelligence a été éveillée et qu'ils ont compris qu'il y avait là un support absolument innovant, magique, extraordinaire, mais ils ont aujourd'hui un état d'esprit qui fait qu'ils voient l'intelligence de cette créativité. Et ils veulent l'optimiser. Vous voyez ? Et c'est très différent que le gars qui dit « Ouais, moi j'ai toujours été devant un ordinateur, alors qu'est-ce que tu veux faire dans ta vie ? YouTube, et puis j'aurai plein d'abonnés. » Honnêtement, mes amis, même si vous êtes très fidèles, on n'est pas assez nombreux pour que moi j'en fasse ma fortune. Hein. Donc vous voyez, il faut pas se leurrer, quoi. Donc il y a quelque chose de fou, quoi. Et je pense que là, du côté de l'école, il faut absolument que l'on se mobilise. Du côté des chercheurs, il faut être prudent, pas ralentir, mais accompagner.
toute façon, les chercheurs, on n'invente pas le téléphone, on invente la technologie qu'il y a dans le téléphone. Ceux qui ont fait le téléphone, c'est des sociétés industrielles. Je trouve, moi. L'industrie qui développe. Voilà, c'est l'industrie qui a fait la suite. Qui s'approprie les différents résultats de plein de recherches, qui font l'amalgame et qui en font un produit marketing. Ce qui est certain, c'est qu'il y a une fascination. Et ce qui est très dangereux dans la défense, c'est que si la fascination d'une guerre, un peu, où on joue à la petite guerre, etc., ça peut être très dangereux. En tout cas, pour l'instant, il y a ces deux garde-fous. Ah ouais. Je parle pour notre pays. Je ne m'avancerai pas sur le reste du monde. Ouais. Récemment, la France a abandonné l'idée de ne pas porter des armes sur les drones. Alors qu'avant, en fait, ça interdisait de prendre des bombes sur des drones. Maintenant, en fait, ils sont autorisés. Donc, on va y arriver un jour. Après, c'est toujours pareil. C'est le principe même de la dissuasion nucléaire. Oui, c'est ça. Ouais. C'est ça. L'échalote. Bon, alors, de toute façon, il faudra quand même s'atteler à apprendre nos jeunes à vivre dans un monde surprenant, avec de nouvelles technologies, et être conscient de la valeur d'une personne humaine. Ça, déjà, si on pouvait, pas par son acte, mais par le fait même d'être une personne humaine. Voilà. Oui, mais ça vaut dans beaucoup de domaines. Parce que ça vaut sur l'intelligence artificielle, exactement. Mais ça vaut sur la pornographie, ça vaut sur tout un tas de choses. Sur les écrans, la reconnaissance de la personne humaine, elle n'est pas simplement liée à la culture numérique. Hein. Oui. Elle est liée au fait que nous sommes des êtres humains et que donc il faut conserver cette idée que la personne humaine est quand même centrale. Bon, on n'est pas encore là pour avoir un robot qui nous débarque, beaucoup plus svelte que Jules Badarani, et qui règle toutes les caméras. Et lui, là, vous ne pouvez pas vous imaginer ce que j'entends dans mon oreille, et qui fait le travail à la place de Jules et de ses copains, enfin de ses collaborateurs, que je salue et que je remercie. On va se retrouver, si vous voulez bien, et nous allons donc remercier à nouveau la 3e Harmonic Production, et nous remercions également, c'est surtout ça que je voulais chercher, l'USN, à savoir l'Université Sorbonne Nouvelle, qui nous accueille actuellement. Donc, nous remercions l'Université Sorbonne Nouvelle. Et puis, je vous demande de ne pas hésiter à nous faire des commentaires, de nous éclairer aussi, parce que vous avez peut-être plus d'informations que nous à ce sujet. Et puis, surtout, likez, partagez, abonnez-vous. On se retrouve très prochainement pour une dernière émission avec notre équipe.